Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce troisième épisode de Being Human. Ça me fait trop plaisir de pouvoir le maintenir. Vous avez vu un peu sur Twitter mes pérégrinations avec certains microbes. Mais ça va, on est là, on est bien. Vous avez vu le thème de ce soir. Effectivement, on va parler de plein de choses. Mais d'abord, je vais vous présenter euh, mon invité qui a choisi de se prénommer Binou pour... pas Binous, hein, Binou pour ce soir. Alors, let's go, on va passer à l'écran suivant. Et normalement, tout est en place, comme les vrais pros. Ok, ça marche. Alors, Binou, déjà, je vais peut-être te laisser te présenter aux gens qui nous regardent et qui vont arriver. Voilà. Qui es-tu? Comment as-tu envie de te présenter? On se rappelle que Being Human, je suis là pour vous présenter à chaque fois un ou une humaine qui peut nous apprendre des trucs sur la vie, simplement, de par son expérience. Alors, Binou, je te laisse te présenter comme tu veux. Je m'appelle Binou, je suis juriste en protection de l'enfance. C'est pour ça que Persil m'a invitée ce soir pour vous parler un petit peu. Euh, voilà, j'ai une trentaine d'années, j'adore mon boulot et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour me présenter. Ok, ça marche. Donc juriste, ça veut dire, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est qu'un juriste? Parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un juriste, mais on va essayer de commencer par les bases puisqu'on n'en a pas encore eu. On a commencé avec un travailleur social, un psychologue, mais pas encore de juriste. Donc je te laisse nous dire ce que c'est, simplement. Ok. Alors, un juriste, c'est quelqu'un qui a une formation de droit. En principe, on fait 4 ou 5 ans de droit. Et de dire qu'on est juriste, c'est un petit peu de dire que c'est comme si on était sportif. En fait, on peut être spécialisé dans plein de domaines différents. Moi, mon domaine, c'est celui de la protection de l'enfance, de connaître le droit de la famille, le droit des enfants, tout ce qui touche un petit peu à la sphère de la minorité. Et je suis pas avocat, je suis pas juge. C'est-à-dire que, par exemple, je suis pas avocat, donc pour être avocat, il faut passer un diplôme supplémentaire pour avoir le droit de porter la belle robe noire dans les tribunaux et aller plaider les dossiers. Moi, je suis pas avocat et je suis pas juge non plus. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est pas mon métier de décider, de prendre des décisions de justice. Mon métier, c'est vraiment d'informer les gens et de les aider à comprendre comment fonctionnent les procédures, pourquoi ça fonctionne comme ça, quelles peuvent être les conséquences. Voilà. Ok. J'allais dire peut-être que les gens ils vont croire que tu sers à rien, parce que du coup t'es pas avocate, t'es pas juge, mais tu connais la loi. Mais effectivement, toi, ton rôle, est-ce que tu dirais que c'est vraiment que du conseil, ou en tout cas apporter tes connaissances pour justement conseiller les gens sans forcément, parce que il me semble que les avocats c'est aussi des conseils. Ou un peu comment tu te situerais par rapport à ça? Est-ce que ton boulot c'est de conseiller les gens? On peut dire ça comme ça Alors, par rapport à la loi? en principe, non, puisque un juriste, normalement, son métier, c'est vraiment de faire de l'information. Ok. Puisque nous, en gros, les juristes, on n'a pas le droit de... Normalement, on n'a pas le droit de délivrer de conseils. La fonction de conseil, c'est quelque chose qui appartient exclusivement aux avocats. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils passent un diplôme supplémentaire et qu'ils prêtent serment et qu'ils ont un code de déontologie. Nous, les juristes, on n'a pas de code de déontologie. Donc, en soi, si on force le trait, on peut dire ce qu'on veut. Ok. Mais en principe, on doit se borner à faire juste de l'information avec avec tout le champ légal qu'on a, d'informer les gens sur savoir comment les choses fonctionnent. Voilà. Ok. Donc Normalement, pas de conseils. C'est vrai vas-y. que la limite est toujours difficile à trouver. Voilà. Donc si par exemple quelqu'un vient te dire ouais, j'ai un voisin qui m'embête parce qu'il met la musique trop fort, etc. Toi ton but c'est vraiment de lui présenter toutes les options. Exactement. Sauf que toi, si vous avez bien suivi les gens, toi du coup, ta spécialité c'est plus le droit de la famille, donc ça n'a rien à voir avec le voisinage, en tout cas pas souvent, sauf si Ça peut, parfois, ça un petit peut peu. parfois. Et du coup, qui est-ce qui vient de voir? T'es spécialisé dans quoi? Droit de la famille, c'est assez large. Est-ce que Alors, principalement, du coup, le droit des enfants. Donc, des enfants de 0 à 18 ans. Et on va pouvoir aller voir aussi, du coup, sur le volet des jeunes majeurs. Donc, on va dire jusqu'à 21 ans à peu près, puisque après, le droit change considérablement à partir de 18 ans. Mais
mais principalement les enfants, mais du coup aussi tous les droits de leurs parents. Puisque si on s'intéresse aux enfants, on s'intéresse aussi à leurs parents et à leur environnement familial. Donc voilà, en fait, le droit des enfants, il est très large parce que ça va toucher au droit de la famille, au droit pénal, à plein de choses. Donc c'est assez pluridisciplinaire, mais vraiment centré sur les enfants. OK, d'accord. Alors je précise juste, hein, le chat, si jamais vous avez des questions, on va essayer de focus sur, vraiment, droit des enfants dans sa famille lors de séparation, OK? Pour les questions, juste petite règle, on évite de donner, des situations trop précises ou en tout cas, trop, puisque, quand on va voir quelqu'un pour un conseil, heu, nous on prétend pas, justement pouvoir vous donner des conseils puisqu'on se connaît pas, plus que ça. Et le but, c'est vraiment plus de vous informer et d'informer sur des situations généralistes, on va dire. On va pouvoir raconter peut-être des anecdotes, on verra bien. Heu, et puis d'autres choses, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Vraiment, alors spécifiquement par rapport à la séparation, parce que je crois que tu maîtrises un peu le sujet, Binou? Bah, j'ai pas la prétention de dire que je le maîtrise, mais en tout cas, c'est un champ, de la vie des enfants que j'ai pas mal côtoyé, dans le cadre, de mon boulot. Donc c'est vrai que, c'est une problématique que je commence à bien connaître, qui concerne beaucoup d'enfants. Et c'est un sujet qui me tient, particulièrement à cœur, oui. OK. On reviendra justement peut-être un peu après sur justement, ta poussée à faire ça. Mais, peut-être avant, est-ce que, dans une séparation, de manière générale, heu, est-ce que tu on peut d'ailleurs faire une est-ce qu'on peut faire une généralité par rapport à la séparation? Est-ce que tu as des situations comme ça qui te semblent, pouvoir un peu illustrer ce dont on va parler ce soir? Dans quel sens? Bah, par exemple, une situation classique dans lequel, peut-être, l'enfant aurait certains droits dans la séparation. Est-ce que tu peux peut-être, je sais pas, ou alors juste, je pose mal ma question, mais c'est quoi les droits des enfants dans une séparation? Puisque techniquement, ça concerne que les parents. En tout cas, Bah, la question est hyper vaste et je crois que, il y a autant de réponses que de situations individuelles. C'est aussi pour ça que, je te disais, Percy, avant qu'on commence que, je tenais pas à tenir dans des à rentrer dans des situations hyper individuelles parce que chaque dossier est très, très différent. mmh, Heu, Globalement, l'enfant, il est très concerné par la question de la séparation de ses parents, tant parce que ça va changer ses habitudes de vie, que par, le fait que, et ben, en tout cas dans les situations dont moi j'ai eu à connaître, la plupart du temps, c'est un juge qui va décider, de à quel moment il peut aller chez son papa, chez sa maman, comment il y va, pourquoi c'est comme ça, et en fait la décision ne lui appartient pas. C'est-à-dire que les parents décident de se séparer, et ils décident aussi, soit à l'amiable, soit devant le juge, des modalités dans lesquelles, les enfants vont subir les conséquences de la séparation. OK, L'enfant est pas vraiment maître, alors, on entrera peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais il peut avoir son avis à donner, il y a des modalités pour ça, mais en tout cas, il est pas maître des choses. OK, parce que techniquement, alors, quand on se sépare, normalement, on imagine que, les gens, alors en fonction effectivement du type, si on s'est marié, si c'était juste, un couple, officialisé, mais pas par le mariage, il y a plusieurs choses à gérer, mais en général, quand on se sépare sans enfant, en tout cas, il y a pas la on doit gérer tout ce qui est, patrimoine, qu'est-ce qui appartient aux Génial, 2, ouais. et cetera. Là, au niveau des enfants, est-ce que, bah, forcément, j'imagine que c'est un truc en plus, un truc, enfin, je dis truc parce qu'en même temps, on dit qu'il est pas partie à la procédure, donc justement, est-ce que, il est géré un peu comme des biens, puisqu'il appartient à ses parents jusqu'à ses 18 ans? Et ou est-ce que, il a quand même, d'autres droits qu'une armoire ou qu'une maison? Alors, effectivement, contrairement à un chat ou un chien qui d'ailleurs peut être compris dans la procédure de séparation quand les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, pour savoir qui va garder l'animal, l'animal a un statut encore d'objet, dans le code civil. Ah oui, il y a déjà, Heu des questions comme ça Ouais, ouais, avec, un chat ou un chien est un meuble. Maintenant, c'est des OK, êtres doués de sensibilité, je crois, mais bon, on n'est quand même pas encore, à un statut, oui, c'est pas, oufissime. ouais, Non, évidemment, en fait, l'enfant a sa place, notamment parce qu'en fait, le juge en charge, de la séparation des parents, donc qui s'appelle le juge aux affaires familiales, doit toujours prendre sa décision dans l'intérêt de l'enfant. Le juge ne doit pas trancher dans l'intérêt de monsieur ou de madame, ils doivent toujours trancher dans l'intérêt des enfants. OK. C'est toujours sous le prisme de l'enfant, en principe, que les décisions sont prises.
Donc, contrairement, si on reprend la métaphore qui est complètement éclatée, on est d'accord, un enfant et un meuble, on peut pas trop les comparer, mais contrairement à un meuble, où un meuble, on se posera pas la question de qui en prendra le plus soin, un enfant, en tout cas, quand le juge y prend sa décision par rapport à chez qui il va, les modalités d'accueil de l'enfant par chacun de ses parents, puisqu'ils sont séparés, donc il faut bien à un moment faire deux domiciles, enfin quoique des fois il n'y en a pas forcément, mais du coup, dans ces cas-là, il y a quand même la question de, euh, en tout cas, c'est quoi le mieux pour lui. Alors pas forcément, le juge, je pense pas qu'il compare non plus les parents sur qui s'en occupera le mieux, en tout cas pas tout le temps. Mais du coup, il y a quand même cette question qui se pose par rapport à un objet, quoi. Un peu cette question qui se pose. De chez qui il sera le mieux, de qu'est-ce qui serait dans son intérêt, son Bien sûr, développement, etc. bien sûr. En fait, on vient mettre en balance toutes les capacités matérielles de chaque parent. C'est-à-dire qu'au moment d'une séparation, bon, il y a souvent, c'est souvent le cas, je n'aime pas trop faire de généralité, mais en même temps, là, c'est le cas. Souvent, un des deux parents garde l'ancien domicile familial. Mm. L'autre parent est amené à déménager. Est-ce que l'autre parent, donc celui qui déménage, a assez de chambres pour accueillir les enfants? Il y a comme ça des petits critères matériels, s'assurant que le parent est en capacité d'accueillir matériellement l'enfant. Donc, est-ce qu'il y a assez de chambres? Est-ce que la personne a un logement autonome? Souvent, le fait que le parent qui s'en va soit hébergé par un tiers, c'est des choses qui ne plaisent pas trop aux magistrats en général. Est-ce que le parent a un rythme de vie qui lui permet d'accueillir les enfants? Si on est sur un parent qui travaille de nuit, par exemple, Mhm. il n'y a pas de solution de garde, bon, bah, c'est vrai que le juge va devoir évaluer ses conditions matérielles pour vérifier en fait la capacité du parent à s'occuper correctement de l'enfant sur le plan matériel. Et après, sur le plan moral, hein, donc sur le plan de l'éducation, des valeurs qui sont portées par le parent, Mhm. ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à venir gratter pour le juge. Et en fait, chaque parent fait un petit peu valoir bah, ses intérêts pour pouvoir déterminer l'intérêt de l'enfant. Ok. D'accord. Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a une tendance? Parce qu'on a entendu pendant des années que de toute façon c'est la maman qui gagne, etc. Alors toi, de ton expérience, euh, est-ce qu'il y a une tendance par rapport à justement comment est-ce que est prise en compte l'intérêt de l'enfant, sa parole? Est-ce que tu as l'impression, alors je sais pas depuis trop combien de temps tu es dans ce milieu, mais en tout cas, est-ce que tu as l'impression que ça évolue, que ça change? Alors, je dirais qu'il y a des mouvements par rapport à ça, et j'ai le sentiment que ces mouvements sont surtout liés à l'âge de l'enfant ou en fonction des mouvements, des grands mouvements législatifs. Je vais essayer d'expliquer un petit peu. De manière générale, enfin, moi j'ai plutôt le sentiment qu'un enfant qui sera âgé de 0 à 3 ans avant peut-être aurait eu tendance à être plutôt confié à sa maman Mhm. parce qu'on considérait qu'il était très petit et que c'était peut-être dans son intérêt d'être auprès de sa maman et moins du coup auprès de son papa, puisque forcément, bah, il y a cette histoire de la balance en fait qui se fait forcément de manière assez déséquilibrée. Ça pourrait être une tendance qu'on note. Je ne sais pas si elle a tendance à s'effacer ou à s'accentuer. Ça dépend vraiment des magistrats, ça dépend vraiment des tribunaux Ok. et de la dynamique un petit peu du tribunal aussi. Il y a des juges qui vont très facilement accorder des gardes alternées pour des tout petits bébés. Voilà, c'est très, très, très variable. Donc c'est un petit peu difficile de donner un avis là-dessus. J'ai tendance, moi, à croire, mais peut-être que c'est parce que j'ai envie d'y croire, qu'il y a, un meilleur équilibre aujourd'hui qui est trouvé entre les droits des mamans et les droits des papas. Mhm. Puisque c'est vrai que historiquement, c'était beaucoup les mamans qui obtenaient la garde de leurs enfants. J'ai le sentiment, ou peut-être en tout cas l'espoir que les choses se rééquilibrent un peu plus aujourd'hui, Mhm. heu, puisque d'incarner cette fonction parentale, c'est pas l'apanage des mères forcément, hein, c'est tout à fait partageable avec les papas, qui ont aussi toute leur part de choses à apporter à leur enfant évidemment. Hem et donc je disais qu'il y a des mouvements un petit peu comme ça, par l'écoulement du temps, ou par l'écoulement de l'âge de l'enfant, mais il y a aussi des mouvements législatifs. Là, il y a, eu des grandes lois là, notamment liées, à tout ce qui est, #MeToo, Mhm. sur, le fait de briser le tabou de l'inceste, ce genre de choses,
qui sortent là, enfin, qui sont sortis en 2021. Il y a eu l'installation de la CIVI, c'est une commission nationale sur la question de l'inceste et des violences sexuelles, où en fait là, on est dans un mouvement un petit peu inverse, où en fait on considère que si l'enfant peut être en danger chez l'autre parent, il faudrait en fait renforcer les droits du parent protecteur, donc de celui qui dénonce les faits pour protéger son enfant. Donc, Ok. qu'est-ce que ça va donner? Je sais juste vous dire que le président de cette commission, Édouard Durand, qui est un ancien juge des enfants de Bobigny, qui a été détaché pour présider cette commission, a rendu un premier avis là, il y a quelques semaines, Ok. qui dit que, par exemple, il a écrit mot pour mot, il faut croire les mères. Quand elles dénoncent des violences commises au domicile du papa. Comme si, dans l'autre sens, c'était pas possible. Je sais pas ce qui va advenir du mouvement des juges suite à ces avis. Bon, après, on se rappelle quand même, et c'est important de le rappeler ici, que il y a la loi, mais après, l'interprétation de la loi, elle est laissée au juge. Et donc, les propos, effectivement, de cet homme à la tête de la commission ne font pas loi par rapport Non. à ça. Et du coup, chaque juge arbitrera en fonction de. Le but, c'est vraiment juste de renforcer la protection des enfants, quitte à ce qu'il soit chez le parent duquel on s'attendait pas à la base à ce qu'il est, quoi. Ok. Alors là, on a parlé pour les plus petits, puisque là, ils peuvent pas encore forcément en plus donner leur avis sur ce qui serait dans leur intérêt ou pas. Est-ce que les enfants, ils peuvent être entendus? Est-ce que leur parole, à un moment, elle peut être entendue? Parce qu'on a dit, les enfants, ça va jusqu'à 0 et 18 ans. Est-ce qu'à un moment, et si oui, à quel moment, comment, etc. Alors oui, les enfants peuvent demander à être entendus par le juge, en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que soit ses parents sont mariés, donc ils ont besoin d'un juge pour pouvoir se séparer. Donc le passage devant le juge est quasiment obligatoire, quoi qu'il y ait eu une réforme. Maintenant, c'est possible devant notaire, mais je ne vais pas rentrer, je crois, dans ces détails-là, sinon vous allez aller vous coucher On va se avant la perdre. fin du live. Donc si les parents sont mariés, le passage devant le juge est quelque chose qui va de soi. Si les parents sont simplement en concubinage ou pacsés, il n'y a aucun passage obligatoire devant le juge. C'est seulement s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modalités de la garde. Donc s'il y a un juge, l'enfant peut demander à être entendu. Il faut d'abord que le juge soit saisi. Et l'enfant peut demander à être entendu, c'est-à-dire qu'en fait, il peut demander au juge de le recevoir pour qu'il puisse donner son avis sur la séparation de ses parents. Donc, donner son avis sur la séparation de ses parents, en général, c'est pas la question qu'on lui pose, mais Mhm. plutôt donner son avis sur l'endroit où il souhaiterait pouvoir vivre, pourquoi est-ce qu'il souhaite ça. Voilà. Et en fait, il y a une croyance populaire qui dit qu'en fait, les enfants ne peuvent être entendus qu'à partir de l'âge de 13 ans. C'est pas le cas. En fait, ça aussi, ça dépend des juges. Le critère, en fait, pour les juges, pour savoir s'ils acceptent ou non de recevoir un enfant, c'est que le juge doit se poser la question de savoir si l'enfant est, d'après la loi, doué de discernement. Le discernement, c'est en fait la capacité à comprendre les enjeux qui sont en place et la capacité, en fait, à émettre un avis relativement libre et éclairé de la situation dans laquelle l'enfant est. Voilà. Donc oui, l'enfant peut tout à fait demander à être entendu. Mais vous entendez beaucoup de conditionnels dans le choix de mes mots. L'enfant peut demander. Ce n'est pas parce que l'enfant demande qu'il doit être entendu. Les magistrats ont tout à fait la possibilité de refuser. Magistrat, juge, c'est la même chose, hein. Ils ont tout à fait le droit de refuser. Et c'est pas parce que le juge refuse une fois qu'il refusera deux fois. Ça dépend vraiment de la nécessité de recevoir l'enfant. Ok, donc j'imagine que, bah, alors en tout cas, le juge peut refuser. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il peut plus refuser? Ou le discernement, justement, est, même si le juge il dit, bon, est-ce qu'il y a un âge ou est-ce que, effectivement, ça dépend du juge, du coup, et c'est un peu bah, selon son appréciation, parce que qu'est-ce qu'il va mettre dans la balance un juge pour, justement, voir s'il veut écouter l'enfant? Alors, de manière sous-jacente, il y a quand même une question d'âge, puisqu'en termes de développement psychomoteur, de développement des capacités intellectuelles de l'enfant, en général, on peut se dire que passé 10 ans, les enfants sont plutôt en capacité de discernement. Mais en même temps, moi, j'ai rencontré des enfants de 6-7 ans qui étaient hyper discernants
et qui aurait été largement capable d'être entendu par un juge, pas impressionnable pour 3 sous, et qui aurait largement été en capacité d'être entendu. Et à contrario, j'ai déjà rencontré des jeunes de 12-13 ans qui étaient encore dans un univers très naïf comme ça et en fait, qui auraient, à mon sens, pas été suffisamment discernants pour être entendus par le juge. Voilà. Ok. Et quand c'est comme ça, est-ce Donc on qu'ils dit doivent être l'âge médian 10 ans, mais encore une fois, c'est inscrit nulle part, c'est une mouvance comme ça. Et du coup, quand c'est comme ça, est-ce qu'ils sont accompagnés forcément? Ou ça dépend, c'est eux qui choisissent? Est-ce que c'est le juge qui Ça choisit s'ils dépend sont du jeune. accompagnés? En fait, il y a un devoir, d'informer le jeune sur ses droits. En fait, quand les parents se séparent, normalement, les enfants doivent être informés sur leurs droits. Et ils doivent être surtout informés de leur possibilité de demander à être entendus par le juge. Et les parents qui informent? Oui, Ok. voilà. En fait, toute la difficulté pour le juge, c'est d'avoir accès à l'enfant en dehors du biais de ses parents. Et normalement, en soi, l'idéal, ça serait que le juge, ou qu'un avocat délivre cette information à l'enfant de son droit d'être entendu. Mais en fait, en général, et pour simplifier les choses aussi pour les tribunaux, c'est un papier qui est donné aux parents et qu'on demande, à l'enfant de signer, ou qu'on demande même aux parents de signer en cochant une case comme quoi l'enfant a bien été informé de son droit d'être entendu. C'est vraiment pour remplir une sorte de formalité qui est imposée par la loi, mais la plupart du temps, les enfants ne sont pas vraiment, informés, de ce Ok. droit-là. Voilà. Ok. Et du coup, c'est vraiment à eux de choisir s'ils sont accompagnés. Est-ce que ça peut être Oui, pour n'importe qui ou est-ce que le juge peut alors refuser un peu des gens qui accompagnent? alors, l'idéal, heu, quand l'enfant souhaite être accompagné, l'idéal, c'est d'avoir, un tiers neutre, quelqu'un de neutre avec lui. Donc, en fait, les avocats sont tout à fait habilités à le faire. À partir du moment où un enfant demande à être accompagné d'un avocat dans le cadre d'une audition devant le juge aux affaires familiales, il a le droit d'avoir un avocat. Et dans ces cas-là, il sera accompagné par un avocat qui est ni l'avocat du papa, ni l'avocat de la maman. Payant ou pas payant? Pas payant. Ok. Donc là, c'est pas aux parents de payer, c'est vraiment. C'est l'État. L'avocat, il est de droit, et du coup, comme l'enfant bah, a pas de quoi forcément payer l'avocat, du coup, c'est l'État qui paye tous C'est les ça, avocats, en tout cas, qui sont choisis par c'est les ça. enfants. Voilà. Donc après, bon, le choix est pas, enfin, c'est-à-dire que c'est pas l'enfant de 10 ans qui va aller trouver son avocat tout seul. Souvent, c'est un choix qui est plutôt poussé par les parents ou par des associations qui sont ressources pour pouvoir donner des accès à un réseau d'avocats qui sont spécialisés, et qui pourront accompagner l'enfant. Donc il y a des Après, associations avec des juristes qui peuvent ouais, euh, effectivement ne pas conseiller, mais en tout cas informer de tel réseau qui existerait, duquel les parents ou les exactement, enfants seraient pas au courant. exactement. Ok. Il y en a pas partout de ce type d'association, mais ça existe. Et du coup, comment ça se passe l'audition? Est-ce que il est juste devant le juge avec son avocat? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent savoir ce qui s'est dit ou pas? Comment Alors ça se encore une passe? fois, c'est très variable. Hem, Ce qu'il faut savoir, c'est que le juge a la possibilité d'entendre l'enfant, par lui-même. Donc là, ça se tient en fait dans le bureau du juge, hein, le bureau du juge, c'est rien de plus exceptionnel que votre bureau au bureau, hein. C'est une pièce avec un bureau, le juge, il a son greffier, donc son secrétaire ou sa secrétaire qui prend les notes. Donc il y a 2 personnes dans le bureau. La plupart du temps, le juge porte pas sa robe, de magistrat, pour ce genre d'audition, parce que c'est un peu plus à la cool quand c'est pour, les enfants. Jogging Crocs Heu, ou non, quand même pas? Comment? Jogging Crocs ou pas, quand même? Oh, faut quand même pas exagérer, mais bon, ils sont dans leur tenue civile, de tous les jours. Enfin, Ok. voilà. Hem et donc dans ces cas-là, si l'enfant il est accompagné de son avocat ou d'un adulte de confiance, puisque la loi permet ça aussi, hem, dans ces cas-là, donc le juge a la possibilité d'entendre l'enfant lui-même. Le juge a aussi la possibilité de déléguer cette tâche, de déléguer cette audition, à des associations habilitées, avec lesquelles il y a une convention. Et c'est des associations qui sont réputées être formées pour faire ça. Donc la plupart du temps, ça va être des travailleurs sociaux, donc éduc, juristes, assistantes Sociale. sociales, ou psy, si on peut les mettre dans cette grande famille-là, ou des juristes, qui vont être amenés à entendre les enfants et à rédiger, un compte rendu d'audition, à destination du juge. Voilà. Ok. Heu, c'est difficile d'émettre un avis sur, qu'est-ce qui est le mieux.
Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des juges ou des gens qui travaillent dans ces assos. Et en fait, alors ça, c'est un détail un peu technique, mais dont je peux pas faire l'économie pour, pouvoir, parler de la question de l'accès, des dires, enfin, de l'accès par les La parents de ce parole, que ouais. l'enfant aura. Mm. En fait, en droit civil, donc tout ce qui touche au droit de la famille, on doit toujours respecter un principe qui s'appelle le principe du contradictoire. C'est pas comme dans les films américains où, la personne va sortir une preuve là comme ça sous le chapeau ou de derrière sa tête, comme ça, et qui change toute la face du dossier. Non. En France, en fait, on doit jouer à armes égales, c'est-à-dire qu'en fait, chacune des parties, donc les pères et les mères, doivent communiquer les arguments à l'avance qu'ils entendent produire devant le juge pour, que le juge puisse prendre sa décision. Et donc, par respect de ce principe du contradictoire, ce qu'a dit l'enfant doit être accessible, normalement dans Ok. le cadre du dossier. Donc on pourrait considérer qu'il y a pas de filtre, c'est-à-dire que l'enfant s'expose beaucoup au fait de vouloir être Et parce que du entendu. coup, une audition, ça peut être l'enfant dit un truc, on l'écrit, ou les parents peuvent le voir, et si l'enfant bah, il dit j'ai Exactement. pas envie d'être chez papa, ou j'ai envie d'y être que un week-end par mois au lieu d'un week-end sur deux, bah en fait, si ses parents le savent, ça peut être compliqué à gérer pour les enfants. Il peut un peu s'exposer effectivement à devoir répondre à quelques questions en entrant à la maison. Hem Et donc en fait, il y a des usages dans les tribunaux, pour en fait essayer de protéger un petit peu la parole des enfants. Ou de beaucoup la protéger en tout cas. Souvent ce qui se passe en fait, c'est que c'est les avocats des parents qui leur font la restitution des dires de l'enfant. Qu'ils les voient pas Heu, directement. voilà, de toute façon, les parents n'ont pas accès directement au dossier, tout se passe par l'entremise de leur avocat. Mm. Et donc en général, c'est le mode opératoire qui est choisi pour protéger les dires de l'enfant. Ok, donc il y a un commentaire là, je suppose qu'on prévient l'enfant quand même que sa parole est exposée dans l'audition, est-ce que c'est Oui, fait? oui, l'enfant est prévenu. Après, l'enfant peut être tout à fait capable de discernement et donc que le juge ait considéré qu'il était en capacité d'être entendu, l'enfant, mais en même temps, pas forcément être en capacité complète d'être, conscient des enjeux, d'une divulgation de ses propos. C'est pour ça que parfois il Heu, peut refuser aussi. Parce qu'il se dit là, l'enfant, la situation des parents, les parents se tirent trop dans oui. les pattes. Si là je reçois l'enfant et qu'il expose sa parole, il va se faire. Ce qui peut se passer aussi, c'est-à-dire qu'en fait, le juge entend l'enfant, ou l'association désignée entend l'enfant, heu et fait en fait, procède à une relecture avec l'enfant pour voir ce qu'il aimerait qu'il apparaisse ou pas. Voilà, on essaie de trouver un équilibre, heu, voilà. Après, pour respecter le principe du contradictoire, principe, il y a pas le droit de faire de filtre, hein, sur ce que dit l'enfant. On peut pas manipuler ses propos, ni y mettre une couche d'interprétation. L'interprétation par l'adulte est proscrite dans ce genre d'exercice. Oui. En principe, non, il peut pas l'utiliser, non. Mmh. Voilà, je suis allée voir, Persil, je suis allée voir, le stream en direct. Je vais pas m'aventurer à lire les commentaires. Oui, c'est vrai, j'ai plus de Très son. intéressant, mais du coup, je perds le fil. Je te Ok, laisse ouais, gérer. pas de souci. Alors, on avait comme commentaire, bah voilà, il peut être assez mature pour parler devant le juge, mais est-ce que ça veut aussi dire être assez mature pour comprendre l'enjeu? C'est-à-dire, ouais, effectivement, savoir ce qui va se passer, etc. Ouais. Désolé pour le son, Ah, Léa. les juges, essayent d'expliquer quand même un maximum aux enfants, hein, de prendre le temps d'expliquer, comment sera consultée leur audition, par qui, heu, quelles peuvent être les conséquences, enfin voilà. Ouais. Et alors, si, imaginons, il y a vraiment une situation tendue, genre le père, il dit bah, chez moi, mon enfant, il est vraiment trop bien, il demande à venir plus, et de l'autre côté, la mère, elle dit exactement la même chose. Et puis chacun dit non, mais chez l'autre, quand il rentre de chez lui, il dit vraiment des dingueries, il a passé un super mauvais moment, il pleure, je dois le tirer, etc. Le juge
Bah là, s'il entend l'enfant, en tout cas, il y a clairement un gros conflit. Est-ce qu'il y a un moyen, autre que l'audition, que la parole de l'enfant, ou en tout cas l'intérêt de l'enfant, par un tiers, se soit entendu, sans forcément exposer autant la parole de l'enfant? Alors, le juge, il a la possibilité de s'entourer de professionnels autour de lui, pour essayer de comprendre un petit peu quel est l'environnement de l'enfant et qu'est-ce qui se joue pour lui autour de cette séparation. Donc en fait, il a la possibilité de demander, plusieurs actes, dans le cadre de la procédure, pour, essayer d'éclairer un petit peu plus son positionnement sur l'intérêt de l'enfant, de l'éclairer de manière plus concrète, disons ça comme ça, Mmh. pour que ça vous parle. Le juge, il peut demander par exemple à mettre en place une enquête sociale. Après je vous explique tout. Il peut aussi, demander à ce qu'il y ait des expertises, psychologiques, des personnes qui sont concernées par la procédure, donc les parents, et l'enfant. Alors l'enquête sociale, c'est souvent quelque chose qui fait très peur aux gens, parce qu'il y a le mot enquête et il y a le mot social, comme dans assistante sociale. Mmh. Et en général, ça fait très, très peur aux gens de se dire qu'il y a une assistante sociale qui va venir à la maison pour faire une enquête. Alors OK. vraiment, enfin, moi j'ai pas du tout le sentiment que c'est quelque chose qui puisse être, préjudiciable pour les familles, ou en tout cas, que ça puisse être préjudiciable pour les enfants. Mmh. Parce qu'en fait, le but de cette enquête sociale, c'est de permettre à des travailleurs sociaux, donc assistantes sociales, éduques et souvent du coup, il y a un psy, en plus dans l'équipe. Ça permet en fait à ce groupe-là de professionnels de venir voir comment, vit l'enfant au domicile de ses 2 parents et de voir un petit peu comment se passe la séparation, heu, savoir si c'est conflictuel, savoir si l'enfant, vit les choses de manière plutôt correcte, s'il s'en fout, Mmh. si au contraire il le vit très mal, et que du coup il y a des conséquences, à l'école, heu, qu'il y a des conséquences dans sa vie quotidienne ou avec ses copains. Et donc en fait, cette enquête sociale, elle peut être coordonnée en général, la durée de l'enquête sociale, c'est 3 à 6 mois. Alors vous Mmh. n'avez pas les travailleurs sociaux à la maison toutes les semaines pendant 3 à 6 mois, hein, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'en fait, l'enquête sociale, elle est assez polymorphe. Donc c'est des visites à la maison, et aux 2 domiciles si les parents sont déjà séparés. C'est des rencontres seules avec l'enfant, c'est des rencontres avec l'enfant à ses 2 domiciles ou des rencontres avec l'enfant en dehors de la maison. C'est souvent des liens avec l'école, avec tous les gens en fait qui gravitent autour de l'enfant pour permettre d'éclairer un maximum le juge. Parce qu'en fait, le juge, lui, il se déplace pas, chez les gens. Il a Ouais. pas le temps d'appeler l'école pour savoir s'il y a eu un changement de comportement dans la vie de l'enfant, depuis la séparation. Il a pas le temps de faire ça, le juge. Donc il délègue, dans le cadre d'enquête sociale. Voilà. Et ensuite, une fois que cette enquête sociale est faite, le service, donc l'association qui gère, ces mesures d'enquête sociale, ils rendent un rapport, où ils prennent position, où ils disent, d'après eux, ce qui serait ou non dans l'intérêt de l'enfant. OK, donc après Heu, avoir vu justement l'enfant dans son «environnement» entre guillemets, c'est autant ça, que possible. Alors forcément, c'est ça. c'est des moments choisis, hein, donc c'est pas forcément, des fois ça tape à côté, sûrement, mais parfois, en tout cas, ça peut donner une lecture plus précise de la Mmh. situation, d'un point de vue extérieur, quoi. Et comme en fait, c'est une approche très globale, du fonctionnement familial en général, ça a tendance à pouvoir un petit peu protéger la position de l'enfant. Puisque, alors après les méthodes de rédaction sont très différentes d'un service à l'autre, mais c'est assez rare qu'on voit dans des rapports, des propos de l'enfant par exemple cités, Mmh. mot pour mot. En général, ils sont englobés dans un tout et donc c'est un peu moins exposant. Donc ça en principe, c'est un peu moins exposant. Heu, donc il y a cette enquête sociale-là et sinon le juge, il a la possibilité de demander des expertises psychologiques. C'est des actes qui sont peut-être un petit peu plus rares que les enquêtes sociales et encore une fois, mon avis, il est donné dans le contexte professionnel dans lequel j'ai été amenée à travailler pour, un département donné. Mmh. Aussi bien, c'est un fonctionnement très différent dans le département d'à côté. Ouais, ça dépend Hem, vraiment, de là où on se situe en France même, hein. c'est ça. Hem et donc les expertises psychologiques, elles peuvent être ordonnées par les juges, pour pouvoir en fait faire une sorte de photographie, de l'état moral, et du fonctionnement, un peu, psychique des parents et de l'enfant,
au moment là de cette séparation. Mmh. Voilà. OK. Donc c'est Pour vraiment voir donner au une niveau photo des un peu sur, affects de l'enfant, s'il y a des choses qui sont en place, de voir s'il est bien ancré dans le lien avec ses parents, de voir comment est-ce qu'il se projette dans l'avenir, enfin voilà. OK. Ouais, c'est vraiment faire une photo un peu, psychique du coup. Alors ça doit être, est-ce que, les parents s'y prêtent volontiers justement à l'enquête sociale et à l'expertise? Ou est-ce qu'au contraire, s'ils sont un peu réticents parce qu'on vient dans leur vie, alors c'est dans l'intérêt de leurs enfants, mais est-ce que tous le comprennent vraiment? Et qu'est-ce que tu as pu toi observer comme posture par exemple de parents face à ce genre de décision? C'est ces parents eux-mêmes qui parfois demandent? Qui demande, les actes, hein, Bah, les enquêtes l'expertise sociales? de l'autre personne ou l'expertise pour tout le Ouais. monde? Ouais. Oui, oui, bah, souvent c'est les parents qui le demandent, hein, ces questions d'enquête sociale puisque tout à l'heure c'était intéressant, en tout début de stream, tu as utilisé un mot, c'est celui de gagner. Mmh. C'est vrai. Hem et en fait, il y a un vrai enjeu quand la séparation est hyper conflictuelle, on veut gagner, souvent et l'enfant est un peu brandi, malheureusement comme une coupe parfois, la plus belle de votre collection sur votre étagère de toutes vos coupes. Hem et en fait, oui, pour essayer de mettre en porte-à-faux l'autre parent, c'est des choses qui peuvent être demandées. Voilà. Ouais. Mais encore une fois, qui peuvent être demandées. C'est pas parce qu'on demande qu'on arrive à obtenir ce genre d'acte. Ouais, de toute façon, la décision revient toujours au juge, du coup. Effectivement, enfin, on rencontre beaucoup, en tout cas, quand on parle de séparation, même avec des potes ou avec d'autres personnes, on sent que souvent, en tout cas, que, quand il y a des choses importantes, alors ça peut être une voiture, un chien, un enfant, ce genre de choses, bah du coup, il y a une espèce de, il y a une bagarre quand même assez forte, quoi, dans ce genre de cas. Ouais et ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, c'est difficile de préjuger de la décision qu'un juge prendra. Enfin Mhm. ça c'est et c'est pas parce que c'est imprévisible, c'est juste parce qu'en principe, il se fixe vraiment en fonction de l'intérêt propre de chaque enfant, et le traitement d'une fratrie peut être aussi, différent. Mhm. Moi j'ai déjà vu par exemple des gardes différenciés. C'est-à-dire, Donc en fonction, si je sais pas, il y a trois enfants, et le juge il décide pour un truc, et pour les deux autres un ouais, autre. Ok. ouais, ouais. Souvent, souvent i enfin, moi en tout cas dans les situations que j'ai pu, être amenée à rencontrer, l'élément différenciant c'était, quand on avait un enfant peut-être, un enfant de moins de 12 ans et peut-être un enfant de plus de 13-14 ans qui était du coup dans une phase plus adolescente, et peut-être, dans une phase plus compliquée avec l'un de ses parents. Hmm. Hem, il pouvait là du coup y avoir un traitement différenciant et en tout cas une décision différente pour l'un et l'autre des enfants. Pour leur permettre de coller un maximum à leur rythme, et à leur intérêt. Et parce que parfois, j'imagine, alors même si on aimerait que ça se passe autrement, mais forcément, même les enfants d'une même fratrie, bah, des fois, ils ont des envies différentes, ils vont rejoindre un côté un peu selon, enfin, même si techniquement, ils ne devraient pas choisir entre leurs deux parents, mais le fait qu'ils soient séparés, ses parents, forcément, ça, en tout cas, ça peut leur donner l'impression d'avoir à choisir à qui ils jurent plus allégeance, etc., quoi. Alors Percy, je t'ai pas bien entendu, pardon, je suis désolée. Oh punaise. Non, je me disais, Ta voix. je me demandais justement quand il y a quand il y a des situations comme ça, du coup de vraiment gros conflits lors d'une séparation. Est-ce que ça, enfin, je pense que du coup ça arrive et c'est pour ça que les décisions sont parfois différentes. C'est parce qu'en fait, il y en a qui vont rejoindre plutôt la maman, d'autres le papa, au sein des enfants, quoi. Il peut y avoir deux clans qui se jouent, alors comme pour les potes un peu de la famille en général, mais du coup là, les enfants, ça peut être compliqué parfois, quoi. Bah oui, en fait, il y en a qui se sentent un petit peu obligés pour, des raisons très différentes, de choisir un camp. C'est souvent un peu ce qu'on leur signifie aussi, hein, c'est, soit par exemple, ils choisissent, le clan du parent fautif, qui peut être celui qui a fait éclater la famille parce qu'il a fait le choix de partir. Ça peut être, le clan du parent dit fautif parce que c'est le parent qui a trompé l'autre, par exemple. Mhm. Ouais. Hem et en fait, les enfants viennent, on le sait, beaucoup en protection de leurs parents. De manière générale, l'enfant, il va lui arriver une tuile à l'école, ils ils vont peut-être en faire état, mais souvent, ils viennent en protection de leurs parents. C'est un peu le
le principe de parler des bons secrets ou des mauvais secrets. Mhm. Ils essayent, en tout cas, ils ont conscience que certaines choses peuvent blesser leurs parents. Et ils agissent dans cette conscience-là. Et du coup, le fait de choisir un parent, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ok. Et pour lequel il faut toujours essayer de déculpabiliser l'enfant sur le fait de lui dire, mais en fait, t'es pas obligé de choisir. C'est-à-dire que ça restera tes deux parents pour toute la vie. Et tu as le droit d'aimer les deux. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très binaire comme ça qui se joue dans la séparation, comme s'il fallait défaire du lien, alors qu'on n'est pas obligé d'en défaire. Ouais, c'est clair. Après, t'as en plus les enfants, enfin, ils sont super empathiques pour le parent qui montre en tout cas plus sa souffrance, alors que les Ouais. deux souffrent à leur manière, et du coup, ouais, Oui, pas mal après, de des choses fois, qui les vont. enfants sont très pris aussi dans des intérêts qui dépassent complètement, enfin, dans des enjeux qui dépassent complètement leur intérêt. J'ai déjà entendu des enfants dire oui, mais moi, je voudrais rester chez maman parce que après, si je dois aller chez papa, maman, elle aura plus assez de sous parce que papa, il lui donnera plus d'argent Ok, et du coup, bah, maman, elle aura du mal à payer le loyer. Oui, bon, bah, tu as 7 ans. c'est ça, ouais, c'est pas forcément à l'enfant de porter ce genre de choses. Bah, après, t'as même des enfants, ouais, c'est un peu pareil, mais genre, ouais, chez papa, il y a la Play 5 ou j'en sais rien, chez maman, il y a mon petit frère ou mon nouveau petit frère et tout ça. Et du coup, à n'importe quel moment, parce qu'il y a la séparation, du coup, le fait que bah, chaque parent refait sa vie, et du coup, à n'importe quel moment, tant que l'enfant, il est mineur, il peut demander à ce qu'il y ait des changements dans son intérêt, entre guillemets, même si ses parents, ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils sont séparés. Là, du Oui. coup, je sais pas, pour des études, il aimerait se rapprocher d'une ville ou autre. Alors oui, il peut. C'est-à-dire qu'en fait, Ok. la décision qui est rendue par le juge, il y a 4, 5, 6 ans, cette décision-là, elle n'a pas vocation à évoluer, en principe, puisque la décision, elle vaut loi. À partir du moment où le juge a décidé que c'était blanc, ça veut dire que la loi dit blanc. Ok. C'est résidence habituelle chez tel parent et un droit de visite et d'hébergement, donc un week-end sur deux, moitié vacances scolaires chez l'autre. C'est comme ça, c'est gravé dans le marbre. Sauf si les parents arrivent à se mettre, la loi nous dit, enfin le jugement nous dit, arrive à trouver un meilleur accord que celui-là dans l'intérêt de l'enfant. Dans ces cas-là, ils peuvent tricoter un truc. Si finalement, parce que souvent le contexte de séparation, peut être très conflictuel. Mhm. Et après, on voit des séparations et des couples, des anciens couples et du coup des encore couples parentaux qui arrivent à s'apaiser et qui arrivent finalement de nouveau à se parler au bout de quelques années et à prendre des décisions dans l'intérêt des gamins. Ok. Donc ça peut se tricoter comme ça sans décision. Si les choses sont toujours un peu conflictuelles ou qu'on a envie par sécurité de refaire inscrire ça dans un jugement, la décision de justice peut être modifiée. Par contre, ça peut pas être fait à l'initiative du jeune. C'est-à-dire que Ok. le jeune qui veut que la décision soit changée, il peut pas écrire au juge. Enfin, s'il veut, il peut écrire au juge en disant, bah, en fait, moi, je préférerais maintenant aller chez ma mère parce que toutes mes copines habitent à côté de chez ma mère et ça m'arrange. Mm. Euh, le gamin peut écrire au juge, mais le juge pourra pas s'autosaisir lui-même. Il faudra que Que un ce des soit un parents majeur soit qui lance la procédure de nouveau, ressaisir quoi. la justice, qu'un parent ressaisisse la justice pour qu'il y ait de nouveau une procédure qui s'enclenche. Ouais, donc parfois, même la volonté de l'enfant ou comme ça peut remettre de l'huile sur le feu, ou en tout cas refaire Rejouer certaines choses, effectivement, ouais. ouais, ce que les parents le prennent pour eux, etc. Mmh. Alors, il y a deux questions dans le chat. Comment est-ce que ça se passe si les parents... Alors, attends, on va l'afficher. Comment ça se passe si deux parents sont dans deux régions différentes? Est-ce qu'il y a deux juges? Est-ce que c'est au premier qui demande? Est-ce que c'est sur le lieu de où il vivait avant? Est-ce que... comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, est-ce que vous voulez la réponse, pure procédure ou, la réponse, un peu moins procédure? Peut-être un peu moins procédure. Vas-y, rends Alors, ça accessible. il y a plusieurs possibilités. Heu, En gros, heu, en général, les parents, du coup, qui se séparent, doivent faire en sorte de ne pas trop s'éloigner, pour que l'enfant puisse rester dans la même école, notamment s'il y a une garde alternée, voilà. On va déterminer quel est le tribunal compétent en fonction de plusieurs critères. Soit c'est le lieu de résidence, habituel de l'enfant, Donc donc là où c'est le principal pour l'instant? là où il habite principalement, là où en Ok. gros il va à l'école quoi, enfin voilà. Hem, Soit, c'est le domicile du défendeur. Donc c'est-à-dire celui qui a décidé de ne pas saisir le juge. Ok, Vous voyez? Voilà. d'accord.
Mais en général, du coup, ça va sur le lieu de la résidence habituelle de l'enfant ou de la dernière résidence du couple. Ouais. Par exemple, pour prendre l'exemple du streamer qui pose la question, si le couple habitait à Paris Ouais. et que l'enfant, enfin, voilà, que la cellule familiale était à Paris, il faut saisir le juge de Paris. Voilà. Ok. Donc, Alors, après, sur les déménagements à très longue distance comme ça, il faut en principe saisir le juge avant de partir. pour Parce prévenir que en alors fait, et demander à ce qu'on aimerait que ça. et il faut s'attendre à ce que le juge refuse du coup le départ, hein, parce que s'il considère que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant, on peut pas en principe prendre son gamin sous le bras comme ça et se barrer. Ok. Voilà. Parce que du coup, ça revient à le couper géographiquement de l'autre parent et donc de priver l'autre parent de tout droit de pouvoir entretenir des liens normaux avec son enfant. Ouais, de manière générale, en tout cas, celui qui part, bah, en tout cas, il déracine un peu l'enfant. En tout cas, c'est le parti pris classique qu'on prend, même si c'est pas dans tous les cas comme ça. Et du coup, on temporisera peut-être avant, peut-être de. Et là, du coup, Ouais, ouais, peut-être qu'il y aurait enquête sociale dans les deux endroits ouais. pour Une justement. tentative de médiation familiale, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça peut marcher aussi parfois les médiations familiales. Ouais, quand le Mm. conflit est pas trop saignant. Ouais. En tout cas, c'est une des propositions. C'est souvent, je crois que c'est souvent proposé en plus aux parents qui se séparent et qui ont des enfants, les médiations. Oui, Médiation c'est familiale, c'est en d'ailleurs gros. automatiquement proposé en principe, puisque d'abord il faut essayer d'aller vers de l'amiable maintenant. Ok. Alors, je vais prendre vos questions, les gens. On va commencer par celle de Axel, du coup, qui. Ouais, alors, on va pas forcément citer la, le message en entier, mais en tout cas, quand il y a des parents, par exemple, qui disent que l'autre parent dit à leurs enfants de ce qu'ils doivent dire un peu. Tu vois, souvent ça se fait quand tu verras le juge ou écris une lettre au juge en disant que tu veux plus voir maman, etc. Est-ce que, alors du coup la question c'était est-ce qu'il y a des astuces pour aider l'enfant dans ces cas-là? Parce que forcément il va pas oser dire non, la maman bah, elle se retrouve un peu, comment dire, c'est un peu de la triche. Si en tout cas il y en a pas un des parents qui a le dessus sur l'enfant et qui respecte pas les règles éthiques, peut-être qu'un parent devrait respecter de, bah de jouer les mêmes cartes, quoi. Mm. Mais alors, ça, c'est toujours les situations très délicates qui sont loin d'être anecdotiques, hein, puisque d'essayer de tirer la couverture à soi, encore une fois, pour gagner la coupe, Mhm. c'est quelque chose de très tentant et on sait que la parole des enfants peut être un peu malléable en fonction de leur âge. Je suis pas en train de dire que les enfants mentent, c'est juste que les enfants, ben, s'adaptent en fonction des attentes que les adultes projettent sur eux. Mhm. Moi, j'ai déjà vu des gamins qui, amenés au rendez-vous pour venir me rencontrer dans une association, amenés par leur maman, me disaient: «Ouais, papa, gna gna gna, veut pas y aller» et amenés par leur papa, nous disent: «Ouais, maman, gna gna gna, veut pas y aller». Bon, voilà, là, on est dans quelque chose de complètement fou parce que du coup, il faut réussir à poser le critère. Ouais. En fait, ce sur quoi on capitalise, nous, en général, c'est sur notre formation. On a, la capacité d'entendre par des choix de mots, par des constructions de phrases, par des raisonnements. On a la capacité de pouvoir essayer de déceler ce qui relève du discours parental, et ce qui relève du vrai discours, de l'enfant. Mm. En fait, ce sur quoi, on essaie de capitaliser, c'est sur la confiance qu'on arrive à créer avec l'enfant. Un psychologue parlerait, d'alliance thérapeutique, de vraiment créer un lien avec l'enfant un peu au long cours comme ça, pour lui permettre de savoir qu'à l'endroit où il est entendu et à l'endroit où il est accompagné sur le plan de ses droits ou sur le plan éducatif, Mm. et ben, il peut être en sécurité et qu'en fait, on finit par réussir à essayer de tirer quelque chose de plutôt objectivé. Mhm. Ouais, ça, du coup, c'est vraiment avec l'expérience et avec bah, le fait, alors l'astuce de voir l'enfant qui arrive avec l'un des parents puis qui est emmené la prochaine fois par l'autre, ça peut être une astuce effectivement qui nous permet de voir des discours qui sont pas les mêmes et puis du coup de travailler en conséquence aussi, sans se positionner pour un ou l'autre des parents, mais vraiment pour l'enfant là dans ce cas-là. Ouais, du coup, c'est vraiment un travail à long cours, quoi, pour Oui, justement pouvoir. bah, il faudrait que ça soit un travail au long cours, après c'est vrai que les juridictions, ont pas
temps, en Ouais, général. ouais, c'est clair. On avait une question par rapport à justement l'éloignement géographique d'un des parents. Si une personne part avec les enfants sans prévenir le juge, qu'est-ce qu'il encourt? Alors ça dépend. Hem, Ça dépend. On risque pas de partir, en prison tout de suite. Ça dépend si une décision, du juge a été rendue ou pas. S'il y a déjà une décision qui avait été rendue par un juge, il y a 6 mois, 1 an, 3 ans, on commet si en tout cas on respecte pas les droits de nos parents puisque, heu, si par exemple, je prends l'exemple Paris-Montpellier comme tout à l'heure. Le couple vivait à Paris, madame a obtenu la résidence, habituelle de l'en et le papa là, 1 week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Madame décide de partir à Montpellier, puisque c'était l'exemple de tout à l'heure. Si elle présente l'enfant, si l'enfant peut voir son papa 1 week-end sur 2, moitié des vacances scolaires, en soi, il se passe rien. Bon, Ouais. elle a déraciné l'enfant, elle lui a changé d'école en cours d'année, c'est quand même pas GLOP. Mais ça ne change finalement rien pour l'autre parent qui peut continuer d'exercer ses droits normalement. Après Paris-Montpellier, c'est pas la porte à côté, ça coûte un peu cher de payer le train, tous les 15 jours. Donc souvent, ce qui se passe, en fait, c'est que du coup, l'enfant, par un déménagement un peu loin comme ça, l'enfant est coupé de son autre parent et ne voit plus son autre parent. Ça, c'est un délit, qui est puni par le code pénal, qui s'appelle la non-représentation d'enfant. Je ne connais plus le quantum, c'est-à-dire, le combien on encourt. Mais voilà, en fait, l'autre parent qui est privé de la possibilité de voir son enfant, alors que ça avait été prévu par une décision judiciaire, a la possibilité de déposer plainte. Voilà. Ouais, du coup, c'est une infraction pénale, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver Ouais, devant le c'est une tribunal infraction correctionnel pénale. pour C'est un délit. un délit. Donc, Ouais. quand c'est comme ça, si quelqu'un veut pas, par exemple, il dit ouais, je veux pas te le filer, ou alors ben il veut pas venir, alors que normalement on est censé l'avoir. Euh, du coup, la procédure, en tout cas qu'on peut suivre, si on estime que c'est dans l'intérêt de l'enfant et qu'on n'est pas aveuglé évidemment par notre animosité à l'encontre de l'autre parent, mais du coup, on pourrait déposer plainte pour, ouais, comme n'importe quelle autre plainte qu'on pourrait déposer, quoi. Exactement. Ok, On va au commissariat ou à la gendarmerie et on dépose plainte. ok. Alors, tout ça, c'est à comprendre évidemment sous, dans le cas n s enfin seulement si, s'il n'y a pas de danger pour l'enfant. Mhm. J'ouvre ce tiroir que j'ai envie de refermer assez vite parce que là, on rentrerait dans un champ, hyper différent. Mais c'est-à-dire qu'on peut difficilement reprocher à un parent d'avoir protégé son enfant en refusant de le remettre à l'autre parent si, il y a des très grosses violences qui sont commises Mhm. au domicile du parent qui n'est pas gardien. Mais ça relève d'un autre juge et de d'autres sphères qui sont celles, de l'assistance éducative chez le juge des enfants. Je referme le tiroir. Ok, moi je le rouvre juste encore un peu parce que des fois, du Ouais, coup, vas-y, rouvre-le. non mais parce que c'est vachement intéressant. Mais parfois, du coup, pour protéger son enfant, bah on refuse de le mettre chez l'autre parent parce que effectivement, il y a un danger qui nous a révélé des trucs de ouf. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pré-shot, pré-shot, c'est un vocabulaire plutôt gaming, mais est-ce qu'on peut prendre les devants parce qu'on sait que l'autre parent va déposer plainte? Est-ce qu'on peut prendre les devants et prévenir? Bah écoutez, là je vais pas le présenter parce que il m'a dit ci et ça. Alors, hem je pense que je vais pas répondre à ta question, Percine, Ok, parce que ça, c'est une question assez touchy, ouais. qui et en fait, je veux pas que, ceux qui nous écoutent ce soir, se disent: «OK, c'est bon, c'est ça la solution, vas-y, je le présente pas mon gamin». C'est sûr. Surtout, moi, je peux que vous dire, si ça se passe, si vous êtes concerné par ça, allez voir un avocat, prenez conseil. Et on en trouve plein dans des points d'accès au droit, dans les maisons de la justice et du droit, Mm. gratos, qui sont en capacité de vous donner des conseils par rapport à ça. Tout ce que je peux dire, c'est que si en effet un parent constate que son enfant est très, très, très en danger chez l'autre parent et qu'il refuse de le remettre, ça nécessite en principe le dépôt d'une plainte. Pour Voilà. justement ce pourquoi on croit Bah, l'enfant, quoi. on le présente pas en fait, hein. Ouais, Clairement, le gamin, il se fait tarter la tronche, chez l'autre parent, bon, bah, il va falloir déposer plainte pour violence, hein, enfin, voilà. ouais, c'est ça. Mais surtout, faites-le de manière hyper encadrée, avec un avocat.
On se dit toujours qu'on fait des petites économies, souvent des grosses économies quand on n'a pas l'avocat payé par l'État, mais j'ai conscience que c'est des enjeux financiers lourds. Mais c'est aussi la préservation de vos intérêts d'aller voir un avocat. Mm. Ouais, clairement. Il y a Voilà. beaucoup. J'ai pas d'action pour pour le Conseil national du barreau, hein. Ouais, Voilà. Mais vraiment, c'est une juriste qui vous dit allez voir un avocat si ça se passe. ouais, c'est clair. Là, on tire des grands Généralité. traits, mais clairement, euh, chaque situation est individuelle et ouais, ça engage aussi le parent qui dit ça, du coup, d'aller jusqu'au bout et de protéger son enfant de manière pénale aussi en déposant plainte. Donc, mm, ça coûte de toute manière. Protéger son enfant, souvent, ça coûte les gens de toute manière. mm. Il y avait une question par rapport à ton métier. Est-ce que au niveau... alors, elle est juriste, on l'a dit au début, mais t'étais pas là, Gandalf. Mais du coup, est-ce que dans ton métier, tu as une formation un peu de tout ce qui est socio-éducatif ou psycho? Ou alors t'es que focus juriste, juriste, juriste? Est-ce que on vous file des notions ou toi c'est vraiment le droit et t'es obligé de... Alors, il y a la réponse officielle et la réponse officieuse. Ok, Euh, en fait, non, il n'y a qu'une seule réponse, malheureusement. Alors, en fait, ça fait, mon Dieu, ça fait 8 ans que j'ai eu mon dernier diplôme qui m'a permis du coup de me lancer dans le boulot. ouais. Du coup, diplôme, Euh, c'est un master en droit. Simplement, ça ouais, donne le statut de juriste. un master en droit, voilà, en droit de la vulnérabilité, pour être très précis. Euh, non, Ok, aucun cours de psycho, rien. J'ai eu des cours de victimologie, des cours de criminologie, donc de comprendre un petit peu tout le fonctionnement autour du fait d'avoir été victime d'une infraction, au fait d'avoir été auteur d'une infraction. Donc ça, c'est ok, des croisements assez sociologiques, judiciaires, psychologiques de ce qui va mener quelqu'un à commettre une infraction ou de ce qui va maintenir quelqu'un peut-être dans un statut de victime. mhm, Mais à part ça, zéro psychologie. Par contre, je suis quand même obligée de dire, et c'est très bien, aujourd'hui, il y a des masters spécialisés dans l'intérêt de l'enfant qui se créent, ok, notamment à la Cato de Lille, et où en fait les étudiants ont vraiment un éclairage pluridisciplinaire de la question. Je vais bientôt avoir une stagiaire qui vient de ce master ok, et elle a des cours de psycho, des cours de tout ce qui touche à l'aspect éducation spécialisée, prévention, enfin des cours de médecine, des trucs hyper intéressants et très pluridisciplinaires et c'est très bien. ok. Parce que Ouais, vraiment, donc, il faut. Nous, enfin moi en tout cas, j'ai appris sur le tas avec mes super collègues qui m'ont appris, des collègues éduc, des collègues psy, des collègues AS qui m'ont appris. Mais sinon, non, hein, et mes anciens collègues vous le diraient, la juriste, elle est là, hein, enfin voilà. Il ok, y a un cadre, ouais. on ne sort pas. Voilà. Très, très rigide au niveau du cadre. Et du coup, alors, tu as fait un master en droit avec des spécialités quand même. Parce que du coup, on peut être juriste dans plein de domaines. Là, du coup, tu as choisi un Ah bah domaine oui. qui est en lien avec ton master quand même. Ah oui, 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 Tu as quand oui, même une bah oui, oui. spécificité. C'est pas t'es juriste Oui, global oui. et tu peux faire des affaires. Bah, en soi, c'est possible, mais bon, c'est quand même recommandé de se spécialiser un peu, histoire de savoir de quoi on parle, quoi. Enfin, on rame Ouais, moins, du coup. Si moi, demain, je voulais postuler sur un poste en droit rural, ce serait compliqué, quoi. ouais. Faudrait quand même. Alors, ça, c'est plus dans le recrutement, mais qu'ils aillent vérifier tes connaissances un peu, quoi, C'est ça. techniquement. Moi, je ramerais à mort pour réussir à m'en sortir sur le fond. Ok. Donc, ça se verrait que t'es pas spécialisé là-dedans. Je suis pas spécialisée dans les chambres. Est-ce que, du coup, il y en a qui disent c'est super chaud pour le jugement, justement, et par rapport à justement encaisser des cas, euh, parce que du coup, vous êtes formé sur comment encaisser quelqu'un qui vous raconte, je sais pas, j'ai été, il s'est passé ci, ça, mes parents ils me tapent dessus, ou, qu'importe, enfin, il y a des milliers d'infractions. Est-ce que vous êtes formé à pas tout prendre dans votre bouche? Non. Alors, c'est encadré. Souvent, dans les assos, on a des temps qui s'appellent des temps de supervision. C'est-à-dire que c'est un psy extérieur à l'équipe qui vient pour pouvoir créer un lieu en fait où nous on peut un peu déposer ces difficultés-là, de dossiers un peu compliqués, de trucs qui nous ont marqués, enfin voilà.
Mais des dispositifs qui sont pas gratuits, et qui sont très variables en fonction des moyens des assos dans lesquels on travaille. Et c'est peu de temps finalement, hein. C'est souvent 2 heures toutes les 6 semaines ou 2 heures tous les mois au mieux. Sachant qu'en général, c'est des temps qui se passent en équipe. Ouais, donc Ça tu peux laisse pas assez de forcément. temps de partage. Ouais. Après, on apprend. Et pareil sur le tas, à se préserver des informations dont on n'a pas besoin, dont on n'a pas besoin de connaître. Finalement, la substance, moi je sais que je travaillais aussi sur tout un champ pénal. Parfois, il y avait des photos dans les dossiers. Je les regardais pas. Voilà, parce que j'avais pas besoin, j'avais un avocat enfin, il y avait un avocat qui pouvait les regarder en plus. Donc, voilà, faut savoir se préserver un maximum de choses. Et finalement, je crois que c'est le cas de beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là, la protection de l'enfance. Je pense qu'on peut ou on peut pas, Mm. déjà. Ouais. On s'en rend vite compte. Et on a tous nos limites. Et il faut juste les connaître, quoi. Ok. Ça a l'air simple comme ça, mais Ouais, c'est au clair. Je quotidien, pense que tu les as c'est appris sur le tard aussi, de toute façon. oui, on Enfin, t'as apprend pris sur le un tas. dossier, bam, ah tiens, ça c'est ma limite. C'est ça. Et c'est pas Ok. pour autant qu'il y a. Moi, je sais qu'il y a toujours des situations qui m'énervent, mais parce qu'on fait un peu de notre métier aussi avec nos tripes. Enfin, voilà, il y a des trucs qui nous font bondir. Mais c'est normal, on est humain. On veut des exemples maintenant. Qu'est-ce qui pourrait te faire bondir dans une séparation est-ce que tu Alors, as en fait, des anecdotes? moi, souvent, de manière générale, ce qui me faisait bondir, c'est qu'en fait, le conflit parental prenait tellement de place que finalement, quelque chose qui paraissait complètement évident comme une décision qui paraissait complètement évidente à prendre dans l'intérêt de l'enfant et qui était purement dans l'intérêt de l'enfant, les parents, juste pour gagner, étaient absolument pas en mesure de prendre cette décision. Et c'est fou de voir comme un couple peut s'aimer et se désunir très fort comme ça et faire beaucoup de dégâts, sans en avoir conscience d'ailleurs parfois. Donc, parce que, alors il y a les parents qui en ont pas conscience, mais est-ce qu'il y a des parents où ils savent que ce serait dans l'intérêt de l'enfant, qui baissent un petit peu ou qui accèdent à certaines choses et qui du coup le font pas Mmh. parce qu'ils ont des intérêts pas d'une vengeance ou autre plus grande quoi. Et là, dans ces situations, t'as pas forcément pas forcément réglable quoi. Ah, on n'est pas magicien, hein. Non. Voilà. On peut essayer de construire et de déconstruire. Mais là, clairement, c'est plus la loi qui intervient, hein, c'est la psychologie des personnes avec lesquelles on travaille. On peut Ouais. essayer de déconstruire ce qui se joue. Pourquoi ça monte en tête d'épingle comme ça, ce conflit? Pourquoi tel parent refuse de lâcher le moindre millimètre de terrain? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Comment on peut faire pour faire en sorte que les choses s'apaisent un peu? Mais c'est des processus qui prennent des mois et sans que les parents soient parfois en capacité d'accepter même qu'on leur pose la question. Mmh. Et est-ce qu'il y a parfois des parents qui sont juste mal conseillés par leurs avocats? Des avocats qui nourrissent justement ça parce que, je sais pas, ils veulent qu'ils gagnent la maison pour pouvoir le payer, ce genre de choses? Ou est-ce que tu as l'impression en tout cas que à ce niveau-là, c'est plutôt clean? Tu peux sortir un joker, hein, Délicat. tranquille. Ouais, je crois que je sors un joker là. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses que c'est un travail plus difficile pour une femme que pour un homme? Du fait que la femme porte l'enfant dans les mœurs actuelles, voilà, Alors, il y a des papas qui diraient ouais, vous êtes une maman, de toute façon, vous prenez le côté de la maman. en fait, c'est hyper difficile de répondre à cette question parce que je suis pas un mec. C'est vrai. Enfin, j'ai pas cette binarité en moi, du coup, je sais pas. J'ai pas de gamin. Peut-être que le jour où j'en aurai, ça sera différent, j'en sais rien. Ok. Je pense que en fait, c'est des métiers très féminins, hein. Ça, Mhm. on voit peu d'hommes en protection de l'enfance. Heu, peut-être que c'est pour des raisons d'empathie, peut-être un peu plus développées ou un peu plus développables chez les femmes, j'en sais rien du tout et encore, il y a beaucoup d'hommes hyper empathiques, mais et hyper fins, enfin voilà, je moi, j'ai pas le Toi, c'est pas quelque sentiment chose qui t'a posé une avec. difficulté supplémentaire ou Comment? c'est pas quelque chose qui t'a posé une difficulté supplémentaire? Parfois, mais pour des questions plutôt culturelles ou d'âge. Ok. Quand on débarque comme ça dans un métier, avec des parents
Les gens supposent souvent qu'on n'a pas d'enfants puisque ça se voit en fait qu'on est relativement jeune. J'espère, hein, voilà. Ça se voit, ça. Ça se voit en général qu'on Dites-lui est que ça se voit, les gens. relativement jeune et en fait ça agace parfois les gens, beaucoup. Ouais. Qu'on soit en situation de prendre une position ou de sensibiliser tel ou tel parent, parce qu'il présume qu'on n'a pas d'enfant, et en gros c'est: «Tu es qui toi? Tu vis pas avec mon gamin, tu en as pas d'ailleurs, tu es qui pour savoir?» Ouais. Donc c'est peut-être plutôt lié à l'âge. La difficulté que moi j'ai pu ressentir, c'est peut-être par rapport à mon âge, mais qui du coup se gomme au fur et à mesure, des cheveux blancs qui débarquent. Heu, voilà. OK, donc ça a un avantage, non négligeable. Alors on parlait un peu du culturel. Il y en a qui veulent des exemples de justement, culturel. Est-ce qu'il y a niveau culturel, le fait que ce soit une femme ou ton âge, ça change quelque chose? Je sais pas si on va rentrer là-dedans. Ça risque d'être un peu Peut-être pas, glissant. peut-être pas. Ouais. Disons qu'il Heu, y a des gens qui spontanément auront plus tendance à faire confiance à un homme, ou spontanément plus confiance à faire une femme. Je sais que moi, là où je bossais avant, on travaillait souvent les trucs en binôme et on avait cet avantage-là d'être un binôme, nana-mec. Hem et en fait, on en jouait. On savait se mettre en retrait l'un ou l'autre, sans je dis: «On en jouait», le but c'était pas de manipuler les gens avec lesquels on travaillait, le but c'était de se servir aussi, de des liens qu'on voyait en train de se créer avec l'un ou l'autre des professionnels mmh. dans l'intérêt du gamin, En fonction et d'avoir ces d'affinités flux. justement, dues à notre, au fait qu'on soit un homme ou une femme, des fois il y a des affinités quand même qui se créent. Oui, 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 ça c'est quelque chose d'humain en fait aussi, hein, enfin, Mmh. voilà. Et est-ce que, justement, tu as déjà eu des parents qui sont, t'ont fait peur ou qui sont vénères? Je sais pas comment tu gères parce que des fois, enfin, tu dois leur dire des trucs qui parfois leur plaisent pas ou en tout cas faire des choses, dans l'intérêt de leur enfant et ça leur plaît pas puisqu'il y en a qui sont dans leur conflit. Est-ce que tu as déjà eu des situations comme ça qui étaient vraiment difficiles à gérer où tu as été, alors pas victime d'un parent, mais en tout cas, très bousculé parce que, quelqu'un se fâchait contre toi? Mmh, là, j'en ai une qui me met en copie de la terre entière en disant que je veux pas m'occuper de son gamin. Bon, c'est pas vrai du tout, je pense qu'elle a une pathologie psychiatrique cette dame, enfin, sortie de là, non, je me suis jamais sentie en danger. Heu, je me suis toujours beaucoup sentie, heu, mise en péril dans mes prises de position, Mmh parce mh. que c'est pas simple de tenir droit, et de tenir la barre quand on est pris dans une tempête pas possible et qu'on se doit d'être droit dans ses bottes pour l'intérêt d'un gamin. Heu, mais non, moi j'ai jamais eu de parce que je pense que les gens sont en capacité aussi de comprendre le cadre et qu'on est des professionnels et que pas qu'on est intouchable, pas du tout, mais qu'en fait, c'est on est là pour, leur gamin, quoi. Enfin, voilà, non. Ouais, ta fonction en tout cas te donne un cadre à ce que tu fais qui, te sécurise aussi, quoi. Mmh. OK. Hem, OK. Est-ce que, je sais pas, on parlait tout à l'heure de la difficulté, alors tu dis que ça se gère. Est-ce que du coup, c'est des choses parfois, des situations où je pense alors c'est des dossiers, mais c'est pas que des dossiers, c'est des personnes aussi? Mmh. Est-ce que parfois tu les ramènes «chez toi» entre guillemets dans ta tête? Est-ce que ça quelle place ça prend, ce genre de choses? Alors pas toutes les situations, mais je pense les situations les plus compliquées. Comment tu gères ça? L'émission, c'est vraiment, Being Human, donc on est humain forcément, on n'est pas des machines. Les gens nous rencontrent, nous envoient des choses dessus, les enfants aussi. Ça peut nous toucher. Comment est-ce que tu gères ça, toi? Bon alors, clairement, histoire de vous planter, le décor, ça peut m'arriver de me réveiller en me disant: «Oh! J'ai oublié de faire ça dans un dossier». Bon, voilà, ça prend pas mal de place. OK. Ça m'arrive de revenir avec des situations à la maison en tête, de faire le débrief quand je rentre, mais parce qu'en fait, enfin voilà, on vit beaucoup d'émotions. Je pense qu'on passe probablement par autant en tout cas, je sais pas on, je passe probablement par, peut-être, de manière moins intense, mais en tout cas par une palette, tout aussi variable d'émotions que les jeunes avec lesquels je suis amenée à travailler. Mmh mh. Je pense que voilà, je suis très éponge, le jeune, va se mettre à pleurer avec moi, je serai là:
souvent envie de lui faire un câlin, c'est vrai. Donc c'est vrai que, voilà, c'est des choses que je ramène pas mal, mais qui sont pas forcément toujours, envahissantes. Enfin, je pense que c'est pas forcément facile de faire la nuance, en fait, parce qu'on se dit: «Ben, ouais, bah, elle les ramène en tête, elle y pense aux gamins», mais en même temps, elle trouve pas ça envahissant. Enfin, je peux comprendre que ça puisse paraître assez paradoxal, mais Tu vis avec en tout ouais, cas. Et c'est pas. oui, Voilà. complètement, Ouais. complètement. C'est pas quelque chose de pénible ou d'handicapant dans tes relations, ta vie de tous les Non, jours, quoi. non. Et est-ce que. On a parlé du coup, le juge, il peut, quand il y a des séparations, entendre l'enfant directement, une audition. Ça, du coup, c'est l'enfant qui la demande ou en général, c'est l'enfant ou les parents qui la demandent. Il peut y avoir du coup la médiation, dont on a Ouais, un peu survolé. oui. Parce que, bah, en tant que juriste, c'est pas toi qui fais les médiations, j'imagine. Est-ce que. Alors, ensuite, l'enfant, il peut encore être. Il y a l'enquête sociale qui permet au juge d'avoir un peu plus d'éléments sur la situation. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Euh, J'ai entendu parler d'administrateur ad hoc. Je sais pas si ça fait partie des choses qui permettent justement que le juge puisse se positionner dans l'intérêt de l'enfant. Alors, oui, mais non. L l Persil Persil m'amène sur un terrain très glissant. Heu, Parce qu'en fait, là où j'exerçais avant, il y avait cette pratique-là, mais en fait qui n'est en principe pas possible devant le juge aux affaires familiales puisque l'enfant n'est pas partie à la procédure. Donc c'est vraiment une Les représentants interprétation qui a été entendue en tout cas par un tribunal spécifique. Mais techniquement, en tout cas, c'est pas faut on peut pas pas faire état généraliser. là, c'est pas un fonctionnement, classique, loin de là. Ok, d'accord. Voilà. Désolée Persil, Donc on n'en parle je pas plus que ça. Ok, très bien. peux pas. Ouais, c'est sûr que si c'est pas général, mais ça existe. Et, ça peut peut-être un jour se démocratiser, qui sait. Pour que vous puissiez comprendre un peu tous, l'administrateur ad hoc, c'est un tiers désigné par la justice pour représenter temporairement les intérêts d'un enfant à la place de ses parents, quand il est concerné par une procédure ou quand il y a un conflit d'intérêts avec ses parents. Je vais prendre un exemple très simple à comprendre. L'enfant qui est victime de maltraitances qui sont commises par ses parents, bon, ses parents ne vont pas l'amener au commissariat pour qu'il puisse déposer plainte, quoi, hein. Donc l'enfant, il se livre, soit en appelant 119 ou autrement. Et donc, bah, en fait, ses parents, c'est ses représentants légaux, donc ils sont normalement chargés de sa représentation en justice. Mais comme c'est eux qui ont commis les faits, il faut que quelqu'un d'autre aide l'enfant à ce que la justice lui reconnaisse son statut de victime et ça s'appelle un administrateur ad hoc. Ok. Voilà. Donc Je c'est sais pas vraiment. si c'était, ça va, c'est clair? Ça va, ça va. C'est vraiment dans une procédure où il y a conflit d'intérêts entre l'enfant et ses parents. Ses parents, ils aimeraient des choses et l'enfant, bah, il en aimerait d'autres. Et du coup, les parents, techniquement, c'est eux qui sont censés représenter les intérêts de leurs enfants. Mais quand les intérêts des parents divergent avec ceux des enfants, dans le cadre des violences, par exemple, intrafamiliales ou d'autres, de séparation très compliquées, des fois, ça peut. En tout cas, j'ai déjà vu ça. Voilà, sur un territoire. Mais du coup, voilà. On a Gandalf qui nous dit que c'est un tuteur légal momentané. Ouais, c'est plutôt bien trouvé. Exactement. Vraiment dans le cadre de la procédure. Donc sa mission, elle se finit une fois qu'il y a un jugement qui a été rendu. Exactement. Parfait. Tu as vu, Bien, Perrine, Gandalf. je progresse, hein, j'arrive même à voir les questions en même Mais temps. c'est bien, franchement, c'est cool. C'est cool. D'ailleurs, les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce que il y a des fois. Alors, on a dit que tu faisais que du. Non, tu conseillais pas. Tu informais les gens. Est-ce que parfois, t'as déjà eu le sentiment de t'être trompé quelques mois plus tard dans une situation en disant ah, là, si j'avais su ça, j'aurais peut-être fait autrement, etc. Parce qu'il y a aussi peut-être un souci parfois de. Alors je sais pas si c'est de la culpabilité qu'on s'en se trouve, peut-être pas, puisqu'on sait que, en tout cas avec l'habitude, on sait qu'on a dit un truc à un moment et que ben, on évolue nous aussi en tant qu'humain. Mais est-ce que t'as parfois des choses comme ça où tu dirais, là, t'as des petits regrets ou par rapport à ça? Ouais, tout le temps. Tout le temps. En fait, c'est un questionnement perpétuel. C'est comme ça aussi que, la détermination de la décision qu'on doit prendre se fait. En tout cas, moi, c'est ma manière
c'est enfin, c'est comme ça que mon cerveau procède, en fait, hein. C'est un jour c'est blanc, l'autre jour c'est noir. Je me dis: «Mais ouais, mais tu crois? Mais machin». Bon, c'est un joyeux bazar là-dedans jusqu'à ce que ça finisse par s'élaborer un peu et oui, oui, ça arrive hyper souvent de se dire qu'en fait on s'est trompé. Mmh. Hem, quelle est la réalité? Enfin, quelle est la part réelle des situations dans lesquelles on s'est trompé? J'en sais rien. Ça peut paraître hyper anxiogène de le dire comme ça, enfin en tout cas pour ceux qui nous écoutent, ça peut être très anxiogène de l'entendre comme ça. Mais en fait, la justice, elle est rendue pour des gens, mais par des gens aussi, en fait, hein. Enfin et on est humain, enfin voilà, on peut avoir une conviction qui s'emporte. On essaye en tout cas de manière pluridisciplinaire avec d'autres professions de s'éclairer, d'essayer de comprendre pourquoi on réagit comme ça. Mais, mais oui, moi ça m'arrive tout le temps de me dire: «Bah mince, je me trompe», enfin très subjectif tout ça finalement. Mmh. Ouais, Et d'ailleurs, c'est les enfants aussi qui peuvent nous le renvoyer et qui sont pas du tout d'accord avec ce qu'on a estimé être juste pour eux, en fait. Enfin, ouais. voilà, c'est Bah, c'est vrai qu'on dit et on l'a dit, hein, on gère, on gère, on gère, mais parfois évidemment, c'est des choses, qu'on est amené à devoir gérer justement, au niveau, ouais, juste est-ce que, on et c'est ce qui nous fait progresser aussi, je pense, dans notre positionnement et bah, le fait d'avoir de l'expérience là-dedans, est-ce que tu trouves que c'est un plus? Bah, la réponse, elle semble oui. évidente en t'écoutant, mais Oui, 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 c'est un plus. Après, ce dont je suis certaine, c'est que, le jour où on ne doute plus, faut arrêter. mmh, Voilà. clair, Je efficace. vraiment, enfin, moi, j'en suis convaincue, hein. Ouais, ouais, c'est Si clair. le jour où j'ai plus de doute, je rends mon tablier. Ouais. Voilà. Donc tu Parce qu'en fait, tu c'est hyper important d'en avoir des doutes. ouais, bah, ouais, c'est clair. Du coup, tu vis sur un fil. Ouais. Excellent. Est-ce que ça t'est arrivé de rencontrer des personnes en dehors, enfin des personnes que tu suis, dans le cadre du boulot et que tu rencontres au dehors? Comment est-ce que ça se gère? Que, fais semblant de pas les reconnaître? Je sais pas. Tu dis genre, je vais au marché, je croise des parents ou quoi? Ouais, Enfin, tu vois? ouais, bah, alors ça m'arrive rarement. Ouais, ça m'arrive rarement. Je dois admettre que c'est plutôt confortable, que ça m'arrive rarement. Ouais. Après, ouais, des jeunes, on en croise, et moi, je suis toujours contente de les voir. Après, il faut pas non plus les envahir, c'est comme les enfants, qui voient pour la première fois leur maîtresse en train de faire ses courses, quoi. Ils se disent: «Ouh! Ouais. Noël, elle est en train de» enfin, voilà, on est complètement hors cadre. Donc il faut pas les envahir non plus. Souvent, je leur signifie que je les ai vus, mais c'est tout. Enfin voilà, et s'ils veulent venir me parler, ils viennent, mais moi j'irai pas. Enfin Ouais. voilà, Ouais, c'est clair. Bah, surtout savoir quand respecter leur on espace. ouais, c'est clair. Surtout quand on est amené à enfin, le but, c'est aussi qu'on remette pas à chaque fois dans la tête de l'enfant la situation dans laquelle il est. C'est les adultes qui sont censés s'en occuper, techniquement, et donc c'est pas dans son intérêt de revenir toujours avec, «Ah, la séparation de tes parents, comment ça se passe?» et cetera, quoi. Lui, il a d'autres choses à penser, son école, ses activités, ces trucs comme ça aussi, j'imagine. Est-ce que vas-y, tu voulais dire un truc? Non, non, je suis en train de lire les questions. Ah, voilà. Est-ce que du coup, qu'est-ce que tu ferais si tu devais rendre ton tablier? J'en sais rien. Tu J'en te sais rien vois parce pas à que un j'adore moment, discuter, en fait. Donc j'espère que je douterai tout le temps. Ça voudrait dire que j'aurai le droit de continuer. OK. Hem, je sais pas. Peut-être que s'il fallait choisir un autre métier de la justice, ça serait peut-être celui de magistrat, OK. mais en même temps, c'est quelque chose qui me paraît assez inaccessible et parfois très inconfortable de devoir prendre des décisions à la place des autres. Voilà. Je je sais pas. Pour l'instant, tu kiffes en tout cas ce que tu fais. Ouais. Bon, bah, c'est le principal. On parle depuis le début d'intérêt de l'enfant. Comment est-ce que tu le définirais? Comment je définirais l'intérêt de l'enfant? C'est très subjectif comme, chose et le juge, il doit prendre du coup sa position par rapport à quelque chose qui est très subjectif. Tu vois, on en parlait tout à l'heure au début, mais genre, l'intérêt d'un enfant, il y en a qui vont penser que c'est, d'être chez sa mère parce que c'est sa mère.
simplement, et d'autres pas du tout. Ce serait quoi pour toi ta définition de l'intérêt de l'enfant? Si tu en as une, évidemment. Ah, c'est hyper dur de répondre à cette question. En fait, c'est ce qui tendrait à son meilleur épanouissement. Mais j'ai conscience que je suis en train de te filer un joker sans dire joker parce que, en fait, c'est hyper subjectif. Mais pour moi, un enfant qui a le smile, qui roule à l'école à peu près, enfin autant qu'il peut, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Qui a des copains, qui se marre et qui est vraiment dans sa vie de gamin, ça marche, quoi. Ouais, le fait de pouvoir poursuivre sa vie malgré la séparation des Ouais, que parents. ça fasse partie de sa vie, mais qu'il vive avec sans souci, enfin. Ouais, Après, il peut avoir un coup de vague à l'âme de temps en temps, c'est normal aussi, enfin. ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est ça, mais il y a pas de définition. Enfin, c'est hyper difficile de répondre à cette question. Évidemment. Ouais, parce que du coup, l'intérêt de l'enfant, enfin, on le dissocie, je sais qu'on le dissocie pas mal justement, en général, un enfant, il dit, je sais pas, je veux des bonbons, ou je veux regarder la télé jusqu'à 2 heures. C'est pas forcément suivre ça qui serait dans son intérêt, quoi. Donc le Non, fait que ce un soit un peu. adulte qui l'entende, en tout cas, le fait que ce soit un adulte qui prenne les décisions, ça favorise le fait que ce soit dans son intérêt? Bah, on est réputé être un peu plus discernant qu'un enfant de 10 ans, en principe. En principe. En principe. C'est pas toujours le cas. Mais bon, en principe, et c'est vrai que c'était souvent l'exemple que j'utilisais moi quand j'étais avec les gamins. C'est-à-dire que l'enfant qui me dit, bah, en fait, je veux plus manger que des bonbons, je vais me coucher à 23h tous les soirs, je veux arrêter d'aller à l'école, et passer mes nuits à jouer. Bon. C'est-à-dire que voilà, enfin, c'est bien, on entend ce que tu as à nous dire, mais en fait, Ouais. c'est pas possible parce que c'est pas dans son intérêt, puisque on sait qu'un enfant, ça a besoin de dormir pour grandir. On sait que l'instruction et l'éducation, c'est quelque chose d'hyper important pour pouvoir se forger ses propres idées. On sait que les bonbons, ça file les caries. Ouais. Bon, voilà. Donc, avec notre savoir d'adulte, on peut essayer de déplacer un peu le curseur pour déterminer l'intérêt du gamin. Ok. Et du coup, parfois, le regard d'adulte, je sais pas, moi, je sais pas, un exemple, un enfant qui dit je veux, ouais, comme dit, devenir top 1 sur Fortnite, ou être streamer ou youtubeur. En fait, c'est vachement subjectif du coup de se positionner par rapport à ça, parce que Mmh. selon l'adulte qu'on est et les représentations qu'on a en tête, on va dire oui ou non, on va le suivre ou non. C'est super délicat en fait. Il n'y a pas de règle forcément Non, non, il y a pas de règle. Le code civil nous dit que, les parents doivent protéger l'enfant dans sa santé, sa moralité et son éducation. Bon, et débrouillez-vous avec ça. Enfin, en Ouais. fait, c'est de savoir effectivement comment on place le curseur. Et ça réside, aussi souvent du coup des choix éducatifs qui sont faits par les parents. Et Mhm. ça, la loi, à partir du moment où l'enfant est pas en danger, la loi n'a pas à intervenir là-dedans. Enfin, c'est ce qui réside, des valeurs des parents et de ce qui les anime en fait. Enfin, Mhm. voilà. Donc on est censé, en tout cas, toi t'es censé être super ouverte. Ouais. Ok. Ouais. Et C'est mais en d'accord, je même te temps, je rejoins. viens aussi au travail avec la personne que je suis. Et parfois, c'est mes collègues qui me font ouvrir mes yeux, hein. Ok. Ouais. Voilà. C'est de dire: «Mais non, mais attends, tu te trompes». Ouais. Et t'acceptes des fois de te tromper? Bah oui, hein, il faut, hein, enfin voilà, c'est pas simple parfois, des fois mes collègues, ils m'embêtent un peu, voilà, mais c'est comme ça en fait, hein. Ouais, parce que travailler en équipe, forcément, on a tous des avis différents Ah bah oui, et sur plein puis de trucs, quoi. quand tu bosses avec, enfin, j'ai rien contre les éducs, rien contre les AS, enfin les Vaut assistantes mieux, sinon je sociales coupe. ou les psys, mais des fois des collègues éducs qui me font des propositions complètement farfelues, de dire: «Ah attends, mais en fait pour lui on devrait faire ça». Non mais non. Enfin voilà, et ça, enfin pour moi ça vient trop loin, mais après on déconstruit, on essaie de réfléchir en équipe et ça marche ou pas, mais Ok. T'as des exemples de situations, justement pour éclairer un peu certains types de séparation et comment ça se passe? Est-ce que t'as déjà eu des trucs, enfin, où tu te dis, waouh, ce qui s'est passé là dans cette séparation, c'était
On rencontre pas ça tous les jours, quoi. Est-ce que tu as des exemples comme ça de situations marquantes, en positif ou en négatif, hein, que tu peux dire, J'en ai évidemment. 1000. Allez, on est parti pour les J'arrive plus. 1000 anecdotes de Binou. C'est parti. Non, parce que Générique. je dis au début du stream que il y avait 1 heure pour finir. Ouais, c'est vrai. Non, je pense à une situation d'une jeune qui vivait avec sa maman, mais qui était complètement dépassée par la phase adolescente de sa fille. Il faut dire que je pense que la gamine, elle lui en faisait voir aussi, hein. Franchement, elle avait l'air un peu d'être costaude à gérer. Elle était très, très en colère, cette jeune. Et en fait, la gamine, elle voulait tout simplement aller vivre chez son père, histoire de se dépêtrer de sa mère, là. Et en fait, au moment où le papa enfin, parce que du coup, la mère, elle a saisi une juge en mode bon, bah c'est bon, ma fille, elle veut aller chez son père, qu'elle y aille, quoi. Qu'ils le Enfin, prennent et voilà, quoi. voilà, c'est bon, j'ai besoin d'air, j'en peux plus, ça fait des années que je la gère, son père, il la prend pas. Elle veut y aller, qu'elle y aille. Et en fait, le père, il a pas voulu la prendre. Ok. Alors Voilà. qu'on aurait pu penser qu'il gagnait justement à ce moment-là, si on reprend le. Ouais, ouais, alors qu'à l'époque, quelques années avant, il s'était battu, quoi, pour avoir sa fille. Ouais. Et il a pas voulu la prendre. Et en fait, la gamine, ben, elle s'est retrouvée placée, quoi. Ouais. Ouais, tout ça à cause Enfin, de. Ouais. mais parce qu'en fait, lui, s'il prenait sa fille, ce qui revenait, il disait qu'en fait, il rendait service à son ex. Ah, et ça, c'est interdit, ça. Voilà. Ah, Enfin, c'est pas possible, ça. hors de question. Bah ouais. Voilà, je suis désolée, je sais pas choisir un exemple hyper positif. Quoique la gamine, elle avait l'air d'être refaite, mais bon, enfin, Ouais. je C'est parfois une autonomie malgré elle. Et puis de toute façon, enfin, ouais. parfois on mise aussi, enfin même moi dans mon boulot, on mise sur la capacité à rebondir des enfants, quoi. Parce qu'on sait, Et enfin, ils ont une on réelle lance capacité à on rebondir. lance un dé et l'enfant il fera ce qu'il veut, en fait, Bah ouais, à certains âges. voilà. Ouais. Ok. Est-ce que dans le chat, tu as des questions qui vous brûlent? Sinon, on va pouvoir bientôt s'arrêter. On avait dit 10h30, on est plutôt pas mal. Et pas des questions sur si c'était une couleur, etc., hein. On va prendre des vraies questions pour finir. Non, pas la couleur. Alors, Autre chose. Gandalf, j'ai pas de mérite sur le fait de balancer la loi. S'il y a un article du code civil que je connais, c'est celui-là. Voilà. Il y en a quelques-uns qui restent gravés là. Est-ce que justement, le métier de juriste, c'est connaître toute la loi? Ah non, non, non. Oh là, mon Dieu. Vous avez vu l'épaisseur de nos codes? Il y en a une quantité incroyable. Non, non. Le métier d'un juriste, c'est de savoir chercher son info. Voilà. Bon, évidemment, on a une bonne connaissance des textes et de l'esprit général de la loi, Mhm. du fonctionnement, des raisonnements. Mais non, non, notre métier, c'est de savoir chercher, en fait. En gros, notre métier, c'est de prendre une situation donnée, de la mettre dans une case juridique et de donner une réponse. Voilà. Mm. Alors, il dit, c'est le métier de tout le monde, il y a un truc qui dit nul ne doit ignorer la loi, mais en fait, la loi, ouais, c'est. On ne doit pas ignorer l'esprit de la loi, plutôt que la loi, Oui, quoi. effectivement. En fait, le nul ne peut ignorer la loi, c'est plutôt sur l'aspect pénal, en fait. On peut pas dire oh, mais je savais pas qu'il fallait pas renverser les gens sur un passage piéton pour Mm. pouvoir se dédouaner de la commission d'une infraction. Voilà. Euh, voilà. Ok, ouais. Mais techniquement, effectivement, enfin, les codes, je sais pas combien il y en a en France, mais en tout cas, il y a des codes pour tout. Pour tout. Euh, et du coup, ouais, code de, je sais pas, la propriété intellectuelle, des affaires, commerce, famille, etc. Donc, ouais. Euh, Est-ce que tu as des accords pour travailler avec des pays européens ou mondiaux comme on l'entend pour d'autres affaires? C'est-à-dire, Comment ça pour d'autres affaires? c'est quoi ce que tu cibles, Gandalf? Voilà, C'est des affiché. trucs peut-être liés aux affaires d'enfants disparus, avec du coup des gamins qui sont amenés dans Des d'autres parents qui pays. partent, ouais, justement, avec leurs parents, peut-être, dans un autre pays. Comment ça se passe là? Alors ça, c'est encore une fois, je suis navrée, c'est un beau joker que je vais vous sortir parce qu'en fait, c'est des notions de droit international privé, de savoir comment les différentes lois des différents pays s'appliquent en fonction de la condition de la personne. Des fois, pour un enfant né en France, d'une maman anglaise et d'un papa marocain, et que le couple s'est marié en Allemagne, et ben en fait, il va falloir déterminer quelle est la loi
qui va s'appliquer, la loi française, anglaise, parce que c'est la nationalité de la maman, marocaine parce que c'est la nationalité du papa, allemande parce que c'est le lieu de célébration du mariage. Ah ouais. Il va falloir déterminer parmi ces 4 lois quelle est la loi applicable. Et ça, je sais pas faire. Donc déjà, tu passes 4 ans à déterminer ça. Et ensuite, Oui. ah ouais. Et ça, moi, c'est pas mon travail. Je sais pas faire ça. Ouais, ok. Parce qu'après, ouais, il faut savoir lire les actes. En plus, ils sont toujours dans la langue de. Ouais. Ils sont pas forcément traduits automatiquement. Imaginons, tu as une famille qui vient d'Allemagne qui bouge en France. Leurs documents, ils sont pas traduits. S'il y a une procédure, par exemple, je sais pas, devant le juge des enfants en Allemagne et qui se sont barrés pour qu'on les laisse tranquilles et qu'en France c'est transmis, il n'y a pas forcément tous les documents qui sont traduits Non, d'office, quoi. pas forcément tout, sachant qu'il n'y a pas forcément toujours de coopération entre les juges. Si on prend les pays frontaliers de la France, il y a une vraie coopération franco-belge, par exemple, même sur le champ du coup de la protection de l'enfance. Ok. Avec l'Allemagne, ça dépend des Länder. Et avec la Suisse, C'est la Suisse, quoi. Ils protègent tout, eux. On n'en dira pas plus. et avec l'Italie, je sais pas. Et l'Espagne non plus, je sais pas. Ouais, c'est très spécifique de toute façon à la politique aussi. Après, je pense Oui. en termes au niveau européen, en tout cas, est-ce que alors je sais pas si c'est un sujet sur lequel t'es calé un peu, mais est-ce qu'au niveau européen, il y a des choses qui sont les mêmes en fait? Parce que la loi, des fois en Europe, il y a des choses qui sont communes au niveau de la loi, et puis après chaque pays a des spécificités. Est-ce que en Europe, il y a des grandes lignes par rapport justement à la séparation, la parole de l'enfant, les Alors, droits des enfants, etc. sur la manière de protéger un enfant, oui. Mais du coup, pas plus spécifique que ce que dit notre code civil. C'est la Convention internationale des droits de l'homme, en fait, finalement, qui va venir là-dessus. Il y a un autre grand texte qui est celui de la Convention internationale des droits de l'enfant, là, qui est plus spécifique du coup aux droits de l'enfant, Ok. mais qui a vraiment une vision plutôt internationale des choses. Mais vous savez, c'est des grands traités dont il faut que chaque État membre respecte les principes. Mhm. Après, on n'est pas le pays le plus à la peine en matière de droits de l'enfant, en tout cas de respect des droits de l'enfant. Voilà. Ok. Parce que du coup, si un jour, en France, il y a une décision qui respecte pas justement ce texte au-dessus, on pourrait, je sais pas, aller saisir la juridiction du dessus justement pour Mm, faire annuler un jugement ou un truc concernant, je sais pas, des droits de visite ou ce genre de choses. tout à fait. C'est ce qui est à l'œuvre, par exemple, sur la question de la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Ouais. Il est question d'intérêt supérieur de l'enfant, là aussi, en fait. Donc techniquement, il Voilà. devrait être reconnu. J'ai Si on des suit jokers. cette, si on suit cette truc. Mais Joker, j'entends que je t'ai posé. C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Ok. Et spécifiquement par rapport au Luxembourg, est-ce qu'il y a des trucs du coup? On a une question dans le chat. Joker. Joker. Ok. Voilà. Après, c'est vrai que, comme on dit, hein, juriste, c'est. On connaît ce qu'on a déjà pratiqué. Mm. Et du coup, bah, c'est tellement large que toi, t'es focus. Bah, déjà en France, il y a tellement de Moi, boulot je que. connais le droit français de la protection de l'enfance. Voilà. Ouais, c'est ça. Déjà très spécialisé, quoi. Ouais. Et en tant que juriste, justement, si tu restes euh, juriste, est-ce que tu auras envie de changer de branche ou est-ce que c'est vraiment ça qui te motive? Je suis piquée, Ok, je crois, hein. J'aurais beaucoup de mal à faire autre chose. d'accord. Ok. C'est plutôt bien, c'est que t'as, comment est-ce qu'on dit? Une vocation, un cœur pour ça, je sais pas. Mmh. Ça t'anime, quoi. Mmh. Ouais, ok. C'est plutôt cool. Encore une fois, on va peut-être s'arrêter là parce qu'on commence à dépasser. Mais encore une fois, une très belle personne qu'on a eue, hein. Voir. Sans te jeter des fleurs, évidemment. Mais, mais en tout cas, ouais, très cool. J'espère que dans le chat, ça vous a parlé, que vous avez eu des réponses à vos questions. Si vous en avez encore des questions, bah, Being Human, c'est une fois par mois, hein, donc tranquille. Il y a juste une question, c'est quoi le métier que tu voulais faire enfant? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Parce que des fois, on se dit, waouh, il y en a qui font des métiers de fous. Comment l'idée leur est venue?
Bah, alors, toujours voulu faire ça, pas depuis ma tendre enfance, parce que je crois que ça serait chelou de se dire: «Ah ouais, je veux devenir juriste pour le droit des enfants» quand on a 5 ans. Ouais. Mais ouais, je voulais devenir avocat. T'as toujours été Ou rigide un prof peu? anglais. Voilà, mais j'avais bien envie de devenir avocat OK. et la protection de l'enfance, c'est venu, assez naturellement, j'ai grandi dans une famille, très ancrée dans l'accompagnement social des enfants en difficulté et voilà. Il y a eu de la C'est transmission à ce niveau-là, c'est beau. ouais. Ouais, trop bien. Est-ce que, un dernier mot peut-être? Pour, là, quand je fais venir des gens, c'est vraiment, aussi, enfin j'espère en tout cas que le chat, hein, c'est aussi des exemples peut-être qui peuvent motiver à voir l'humanité sous un meilleur jour que ce qu'on la voit notamment sur les réseaux. Je sais pas s'il y avait un dernier mot à venir à dire peut-être pour les parents ou les enfants qui nous écouteraient en Entourez-vous. podcast ou autre. Je crois que Entourez-vous? c'est tout ce que je peux dire en fait, vraiment, entourez-vous. Ouais. C'est normal d'avoir besoin d'aide, quand on traverse ça. C'est un cataclysme, pour un couple de devoir se séparer, enfin ça peut être un cataclysme en tout cas. Il faut s'entourer, vraiment. Ouais. De tendez la main et il y a quelqu'un qui vous la prendra. Hem, entourez-vous. C'est ce que vous pouvez faire de mieux pour préserver les intérêts de vos gamins parce que clairement, enfin, parfois on devient aveugle en fait. Ouais. Voilà. Ouais, même en tant que parent, des fois, on est tellement aveuglé par le conflit ou par la séparation qui est là, du coup, que ouais, on en oublie un peu nos enfants, quoi. Est-ce qu'il y a déjà tes Ouais. parents, justement, qui ont exprimé des regrets? Désolé, je repars sur une autre question, je suis complètement Non, non, hors cadre, mais mais est-ce qu'il y a déjà des parents qui ont exprimé des regrets, justement, par rapport à leur acharnement dans le conflit? oui, Ouais? c'est rare, hein. Je pense à une situation, pour une petite fille. Et le papa, en fait, des mois après, il a fini par nous dire: «Mais en fait, j'ai déconné. Enfin, en Ouais. fait, vous me tendiez la main, je l'ai pas prise parce que j'étais trop énervée et je me suis pas rendu compte que vous me tendiez la main Mmh. et Ouais. et j'aurais dû faire gaffe». Ouais, donc Mais il parfois, il y en pouvait a. pas voir. Ouais. Ouais, faut déjà, Mais ça ah, en tout cas, on sait que le temps aussi fait son effet, hein. Il y a le temps de la procédure où il y a tout plein de papiers qui arrivent, on est sous pression, les avocats ils disent ouais, faut faire ci, faut faire ça. On est un peu perdu selon aussi. Quand tu dis s'entourer, est-ce que le choix de l'avocat est important? Est-ce que le choix des avocats est important? Joker, merci, je n'ai pas voulu. Tu as essayé à 45 minutes. Aïe, aïe, aïe. Heu, non, Ok, ça je peux pas. C'est les avocats, c'est un groupement, ils font leur métier, ils sont diplômés pour ça. c'est vrai. Il y a une question de feeling. Ça, je peux le dire. Une question de Heu, confiance quand même, bah, comme oui, tout c'est en ça, fait, ouais. feeling. Voilà, Hmm. ça c'est très humain, comme sentiment. Ouais. Heu, pour le reste, Joker. Ok, nickel. Bon, on va finir sur un joker. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans l'émission, Binou. On fera le débrief sur ce que t'en as pensé, évidemment, hors vocal. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta dispo, puisqu'on a failli annuler. euh, enfin, en tout cas, j'ai failli annuler. Et elle est venue à mon secours. Elle a répondu positivement à ma demande. C'était un plaisir de t'avoir ce soir. Merci Persine. À une prochaine. Prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.